Le vrombissement de ce satané bracelet, sec, soudain, et mon corps entier qui tressaillait comme si on m'avait frappé. Je n'ai pas ralenti, même quand mes mains se sont mises à trembler. Non, pas une seconde. J'ai dégluti, accéléré le pas, continué de nettoyer, la brosse dans ma main droite, le chiffon dans la gauche. Julien Delacroix, l'homme de cette maison, me regardait depuis l'embrasure de la porte. Je ne savais pas quand il était arrivé, mais il était là. Il avait cette façon d'apparaître silencieusement, comme une ombre persistante. Il avait remarqué, j'en suis certaine, que je ne m'arrêtais jamais. Et quand mes yeux se sont levés un instant vers lui, ce n'était pas de la surprise que j'ai laissé transparaître. C'était de la terreur pure. Comment en étais-je arrivé là? J'ai encore du mal à le comprendre entièrement, même aujourd'hui. Il y a eu tant de moments, tant de petites décisions qui, mises bout à bout, m'ont piégé dans cette réalité absurde. Je me souviens de mon arrivée au domaine de la Croix, il y a, 4 mois, c'était ça? Ou peut-être 5? Le temps est devenu une matière étrange ici, étirée et compressée par les cycles du bracelet, par les ordres de Sophie. Je suis arrivé avec une seule valise, un permis de travail plastifié que je gardais plié dans la poche zippée de mon sac. J'avais 31 ans, j'étais Marie Dubois, originaire d'un petit village non loin de Toulouse, et ma seule obsession était d'envoyer de l'argent à ma mère toutes les 2 semaines. Elle s'occupait de Sophia, ma fille aînée, qui avait 7 ans. 7 ans et un sourire qui pouvait illuminer les plus sombres journées. Le domaine de la Croix était un monde en soi, une bulle opulente perdue au milieu des chênes centenaires, à 40 minutes de la plus proche ville, sur une route privée. 12 hectares de pelouse immaculée, de jardins taillés à la perfection, le tout entouré d'un mur en pierre et d'un périmètre de sécurité. On m'avait dit que c'était pour l'intimité de la famille. J'avais compris ce que ça voulait dire. Les voitures dans le garage, des modèles que je ne savais même pas nommer, les hommes qui allaient et venaient à des heures étranges, le visage fermé, les mains précautionneuses, les téléphones cryptés, changés, jetés comme de vulgaires mouchoirs. J'avais tout de suite saisi la forme générale de leurs affaires, si je puis dire. Et comme beaucoup de gens dans ma situation, j'avais fait un choix. Ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la paye. Ce qui comptait, c'était l'argent qui partait de mon compte toutes les 2 semaines pour arriver chez ma mère 3 jours plus tard. Ce qui comptait, c'était que ma Sophia mange 3 repas par jour, aille à l'école avec des chaussures neuves, dorme dans un lit avec un vrai matelas. Le reste, le danger, le secret, le silence immense de la maison la nuit, je pouvais l'absorber. J'avais absorbé des choses toute ma vie. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était Sophie. Sophie Blanchard. 53 ans, grande, anguleuse, impeccable. Ses cheveux grisonnants tirés en un chignon serré, des pantalons noirs repassés et des chemisières blancs immaculées qui ne semblaient jamais se froisser. Elle était la gouvernante en chef depuis plus de 6 ans. En ce temps-là, elle avait cultivé une atmosphère d'efficacité si totale que la plupart des visiteurs ne remarquaient même pas le personnel. C'était le but. Sophie ne criait pas, elle ne jurait pas, elle ne claquait pas les portes, ne jetait rien, n'élevait jamais la voix au-dessus d'un ton instructionnel modéré. Extérieurement, elle était une professionnelle irréprochable. Mais le professionnalisme, j'avais appris, pouvait être une arme. Ça a commencé dès la première semaine, par de petites choses, des corrections délivrées devant d'autres membres du personnel, des inspections de travail qui avaient déjà été inspectées, un presse-papier qui apparaissait dans la main de Sophie chaque fois que j'entrais dans une pièce, comme si ma seule présence exigeait une documentation. « Tu as 3 minutes de retard dans le couloir, Ed, » disait-elle sans lever les yeux. Note. Je n'avais pas compris ce que note voulait dire au début. J'ai vite appris qu'il y avait un système, un emploi du temps tellement granulaire qu'il découpait la journée en blocs de 15 minutes. Chaque bloc était attribué à une tâche spécifique. Chaque tâche était soumise à une norme d'achèvement.
et chaque norme était mesurée par quelque chose dont je ne comprenais pas la métrique. Je ne comprenais que la conséquence. Si le bloc virait au rouge sur la tablette de Sophie, une conversation suivait, et ces conversations n'étaient jamais bruyantes, jamais colériques, mais elles se terminaient toujours par la même phrase tranquille. On ne voudrait pas de problème avec vos papiers, n'est-ce pas? C'était le fil invisible que Sophie tirait chaque fois qu'elle avait besoin que je cède. Ce n'était jamais une menace directe. C'était une suggestion enveloppée de sollicitude, scellée par un sourire. Je sais à quel point c'est difficile pour les gens dans votre situation, disait Sophie. J'essaie de vous aider à réussir ici, mais si vous ne pouvez pas respecter les normes, je dois le signaler. Et un signalement va à l'agence. Et l'agence, eh bien, vous savez comment ça marche. Je savais comment ça marchait. Je ne discutais pas, je ne résistais pas, je m'adaptais. Je me suis mis à bouger plus vite, à travailler plus longtemps, à dormir moins. J'ai arrêté de prendre des pauses, de m'asseoir pendant la journée, de regarder par les fenêtres le jardin, parce que rester immobile devant une fenêtre pouvait faire croire que je ne travaillais pas. Et puis, 6 semaines plus tard, le bracelet est apparu. Sophie l'a appelé un traceur de bien-être. Elle l'a présenté lors d'une réunion de routine dans son bureau, une petite pièce sans fenêtre attenante au couloir principal de la lingerie, qui sentait l'adoucissant et la discipline. La famille a investi dans un nouveau système de surveillance pour le personnel de maison, a dit Sophie, posant l'appareil sur le bureau entre nous. Il était fin, gris mat, de la largeur d'une montre de fitness. Pas d'écran, pas de boutons, juste une surface lisse. Il suit vos mouvements et votre productivité, a poursuivi Sophie. Il nous aide à nous assurer que tout le monde travaille efficacement et maintient son bien-être. Il surveille également vos périodes de repos pour vous assurer un sommeil adéquat. Elle a dit cela avec le même ton monocorde qu'elle utilisait pour tout, comme si elle décrivait un ensemble d'avantages sociaux. Vous le porterez en permanence, a dit Sophie, y compris pendant votre sommeil. Il se synchronise avec mon système toutes les 30 minutes et je passe en revue les données chaque matin. J'ai regardé le bracelet. Quelque chose n'allait pas. Pas d'une manière que je pouvais articuler, mais de la manière dont certaines choses semblent fausses au moment où vous les voyez. Une porte verrouillée qui ne devrait pas l'être. Un visage souriant qui ne devrait pas sourire. Et si je ne veux pas le porter, ai-je demandé. C'était la seule fois que je poserai la question. Sophie a incliné la tête. C'est une condition d'emploi, Marie. Je pensais que l'agence avait expliqué que notre foyer utilise le suivi de performance. Elle a marqué une pause, a laissé le silence faire son travail. Bien sûr, si vous êtes mal à l'aise avec nos systèmes, c'est entièrement votre choix. Je peux organiser votre départ d'ici la fin de la semaine. Je devrais prévenir l'agence. Naturellement qu'ils mettront à jour votre dossier. J'ai mis le bracelet. Il s'est ajusté fermement à mon poignet, juste assez serré pour que je ne puisse pas le faire tourner sans effort. Le matériau était lisse mais pas doux. Il avait une qualité clinique comme un bracelet d'identification d'hôpital. Pendant les 3 premiers jours, il n'a rien fait. J'ai presque oublié son existence. Je nettoyais, je cuisinais, je pliais, je balayais, et le bracelet n'était qu'un bracelet. Le 4e jour, il a vibré. J'étais dans le couloir du 2e étage, les bras chargés de serviettes pliées, quand mon corps s'est simplement arrêté un instant. De la façon dont un corps s'arrête quand il a bougé pendant 11 heures d'affilée. Pas une pause, pas un repos, juste un arrêt, une respiration. Le bracelet a vibré contre mon poignet. Rapide, sec, comme une notification de téléphone, mais plus profond, plus insistant. J'ai sursauté, failli laisser tomber les serviettes. Puis j'ai bougé. Je n'y ai pas réfléchi, je n'ai pas analysé. Mon corps a simplement répondu au stimulus comme n'importe qui le ferait si l'immobilité avait été associée soudainement et sans avertissement à une sensation physique qui disait faux. Plus tard cette nuit-là, allongé dans mon lit étroit du quartier du personnel, je me suis dit que ce n'était qu'un rappel, un coup de pouce,
comme un podomètre qui vibre quand on est resté assis trop longtemps. C'était tout. Le 7e jour, il m'a choqué. J'étais dans la cuisine en train de réapprovisionner le placard et provisions. Je m'étais arrêté pour lire l'étiquette d'un produit de nettoyage, 5 secondes, peut-être 6. Quand le bracelet a délivré quelque chose qui n'était pas une vibration, c'était une décharge. Petite, précise et profondément désagréable. Pas assez pour me faire crier, juste assez pour faire sursauter mon bras et me couper le souffle. J'ai regardé mon poignet. Le bracelet était là, lisse et silencieux, comme si rien ne s'était passé. Quand j'ai levé les yeux, Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte. « S'il vibre, » a dit Sophie calmement, « cela signifie que vous vous êtes arrêté. Continuez de bouger et il ne vous dérangera pas. » Simple. Elle a tourné les talons et est partie. Cette nuit-là, j'ai essayé d'enlever le bracelet. Le fermoir ne répondait pas à mes doigts et il n'y avait pas de loquet visible, pas de mécanisme de libération. J'ai essayé de le faire glisser sur ma main. Il était trop serré. J'ai essayé d'utiliser un couteau à barre pour forcer la jointure. Le matériau n'a pas bougé. Je l'ai fixé longtemps. Puis je me suis endormi parce que mon service commençait à 5 heures. Et le bracelet saurait si je ne me levais pas à temps. Pause. Juste une petite pause. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter d'une seule traite, des vérités qui ont besoin de respirer. Tout ça, cette histoire, ce qu'elle m'a fait, c'est fou, non? Genre, qui invente des trucs pareils? Quand je me suis retrouvé coincé là-dedans, je me disais que c'était une blague, une expérience sociale tordue. Mais non, c'était ma réalité. On est tellement habitué à penser que les monstres ont des cornes et des crocs, qu'ils vivent dans des contes de fées ou des films d'horreur. Mais la vraie monstruosité, elle est parfois tellement administrative. Des chiffres sur un tableau, des règles pour la productivité. C'est ça qui est effrayant. Ce n'est pas une violence gratuite et spectaculaire. C'est une violence logique, implacable, qui a l'air normale pour ceux qui ne la subissent pas. C'est ça qui vous dévore, pas le coup de poing. Plutôt la petite coupure qui s'infecte et dont personne ne s'aperçoit. Vous croyez ça, vous? Qu'on peut détruire quelqu'un avec un agenda et un bracelet? Ça me dépasse encore. Mais bon, retour à l'histoire, j'imagine. En moins de 2 semaines, le bracelet m'avait recablé. Pas mes pensées, elles restaient les miennes, aussi vives, désespérées et épuisées que jamais. Mais mon corps avait été rééduqué. Il avait appris un nouvel ensemble de règles, et il les suivait avec une loyauté qui frôlait la trahison. Règle 1, ne jamais s'arrêter de bouger. Pas pour une respiration, pas pour une pensée, pas pour une crampe, pas pour une prière. Le mouvement était la sécurité. L'immobilité était la douleur. Règle 2. Ne jamais s'arrêter devant une fenêtre, un miroir ou une porte. Le bracelet semblait différencier le mouvement productif de la station immobile. Regarder quelque chose, vraiment regarder, était enregistré comme un arrêt. Règle 3. Ne jamais ralentir. Le bracelet semblait avoir une vitesse de base. En dessous, il déclenchait le vrombissement d'avertissement. En ralentissant davantage, il déclenchait le choc. Le seuil n'était pas généreux. Je me suis adapté parce que c'est ce que j'avais toujours fait. J'ai appris à plier les draps en marchant, à porter les fournitures à 2 bras pour ne jamais avoir à faire 2 trajets, à nettoyer les plaintes en me penchant d'une manière qui permettait à mes jambes de continuer à bouger, à faire plaisir au bracelet. J'ai arrêté de déjeuner. Il y avait une période de pause désignée, 30 minutes à midi, mais le bracelet vrombissait à mi-chemin à chaque fois. Et après 2 chocs pendant les repas, mon corps a simplement refusé de s'asseoir à table. Je mangeais debout, dans la buanderie, en mangeant du riz dans un récipient pendant que mes pieds traînaient dans petits cercles sur le carrelage. Je dormais par intervalles. Le mode nuit dont Sophie avait parlé suivait mes mouvements même pendant le repos. Et si je restais trop immobile trop longtemps, pas endormi mais sans bouger,
Le bracelet émettait une vibration basse et persistante qui me tirait de ma torpeur. J'ai commencé à dormir dans une légère transe anxieuse, jamais complètement inconscient, jamais complètement reposé. Mon corps tressaillait dans l'obscurité. Mon poignet picotait même quand le bracelet était silencieux, comme si l'anticipation de la douleur était devenue une sensation en soi. J'ai commencé à faire des cauchemars, pas ceux avec des monstres ou des chutes, mais ceux qui étaient pires parce qu'ils étaient ordinaires. Je rêvais que je dormais paisiblement, profondément, mon corps détendu, chaud et immobile. Et puis le vrombissement arrivait, et je me réveillais déjà en mouvement, déjà debout, déjà en marche vers la porte, avant que mes yeux ne soient complètement ouverts. Le pire, c'était la gratitude. Les jours où les chocs ne venaient pas, quand je bougeais assez vite, assez régulièrement, assez docilement pour devancer le système, je me sentais reconnaissante, vraiment reconnaissante, comme si l'absence de punition était un cadeau, comme si un jour sans douleur était quelque chose que j'avais mérité plutôt que quelque chose qui m'était dû. Je reconnaissais quelque part, au fond de mon esprit, que c'était faux, que la gratitude était un symptôme, pas un sentiment, que le système m'avait appris à être reconnaissante pour la même chose que tout être humain a le droit de vivre sans être blessé. Mais la reconnaissance et la résistance sont deux choses différentes. Et on peut savoir que la cage est une cage et ne pas avoir la clé. Je pensais constamment à ma fille, aux appels téléphoniques que j'avais le droit de faire une fois par semaine, 3 minutes chacun, depuis le téléphone du couloir où Sophie pouvait entendre chaque mot. J'avais appris à garder ces appels légers, joyeux, pleins de ces mensonges faciles que les parents racontent à leurs enfants pour les protéger de vérités trop lourdes à porter. Maman va bien, Sophia. Maman travaille dur. Maman enverra de l'argent la semaine prochaine. Je n'ai jamais parlé du bracelet à ma fille. Je ne lui ai jamais parlé des chocs, des nuits sans sommeil ou de la crème que je frottais sur mon poignet chaque soir dans la buanderie pendant que mes pieds traînaient en petits cercles désespérés. Certaines vérités sont trop lourdes, même pour la personne qui les porte. Les donner à une enfant de 7 ans était impensable. Et à travers tout cela, le monde au-dessus de moi continuait comme si rien n'était anormal. La maison était propre. Les repas étaient préparés. Le personnel semblait efficace et satisfait. Quand des visiteurs venaient, et ils venaient périodiquement, des hommes en costume coûteux aux yeux vifs, ils voyaient un foyer bien tenu, rien d'anormal, rien à remettre en question. Sophie veillait à cela. Elle gérait le personnel avec une précision qui, de l'extérieur, ressemblait à l'excellence. Les horaires étaient détaillés. Les attentes étaient claires. Les résultats étaient impeccables. Si quelqu'un lui avait posé la question, elle aurait dit, et elle l'aurait cru, qu'elle maintenait simplement des normes, que le bracelet était un outil, que les chocs étaient des incitations, que les menaces étaient une motivation, que la femme qui tressaillait à son propre poignet toutes les 7 minutes était simplement quelqu'un qui avait besoin de plus de structure. Et c'était l'architecture de la chose, pas de la cruauté pour la cruauté. Cela aurait été reconnaissable, résistible, rapportable. C'était de la cruauté déguisée en tableau de bord. Des abus classés sous des indicateurs de performance. La terreur d'une femme enregistrée comme des données de temps de réponse. Et personne ne remarquait parce que personne ne cherchait. Julien Delacroix n'était pas le genre d'homme auquel les gens s'attendaient. Le mot mafia évoque des images hollywoodiennes surtout, des hommes bruyants, des chaînes en or, la violence comme ponctuation. Julien n'était rien de tout cela. Il avait 44 ans, il était mince, aux cheveux foncés, et si silencieux dans une pièce que les gens oubliaient parfois sa présence jusqu'à ce qu'il parle, auquel cas il se souvenait immédiatement. Il avait hérité l'organisation de son père, qu'il avait hérité de son père, qu'il avait bâti à partir de rien dans un pays qui traitait les immigrants comme du petit bois. La famille Delacroix opérait dans la logistique, l'immobilier, la construction et plusieurs autres industries qui existaient dans l'espace gris entre le légal et tout le reste. Ce n'étaient pas des saints, ils n'essayaient pas de l'être.
Mais Julien avait des règles, pas celles écrites sur papier, celles gravées dans l'os. Tu ne touches pas aux civils. Tu n'utilises pas d'enfants. Tu ne profites pas du désespoir humain. Tu ne laisses pas le pouvoir devenir cruauté. Et tu ne permets jamais, sous aucune circonstance, qu'une personne sous ton toit soit maltraitée. Cette dernière règle était personnelle. Elle venait d'un souvenir dont il ne parlait jamais. Un souvenir impliquant sa mère, un homme qui n'était pas son père, et une pièce verrouillée au 2e étage d'une maison d'un vieux quartier de Lyon qui sentait la cigarette et la peur. Il avait 8 ans. Il avait tout entendu. Il n'avait rien pu faire. Et il n'avait plus 8 ans. Alors, quand il a commencé à remarquer des choses chez la nouvelle femme de ménage, des choses qui ne s'additionnaient pas, qui le tracassaient comme une fausse note tracasse un musicien, il ne les a pas ignorées. Il a fait attention. La première chose, c'était le mouvement. Je me déplaçais dans la maison comme quelqu'un qui est poursuivi par quelque chose d'invisible. Pas pressé de la manière dont les gens occupés sont pressés, déterminés, dirigés, efficaces. C'était différent. C'était compulsif, frénétique. Le genre de mouvement qui ne vient pas du fait d'avoir trop à faire, mais du fait de croire que s'arrêter déclenchera quelque chose de terrible. Il l'a remarqué dans la façon dont je tournais les coins vite, toujours vite, comme si le couloir derrière moi pouvait se refermer. Dans la façon dont je portais des piles de linge trop lourdes pour moi plutôt que de faire 2 allers-retours, et dans la façon dont mes yeux se posaient sur mon poignet toutes les quelques minutes avec une expression qui n'était pas de vérifier l'heure. La deuxième chose, c'était le tressaillement. Il traversait l'aile et un après-midi quand il a entendu un léger vrombissement, à peine audible, comme un téléphone en mode vibreur au fond d'un sac. Il a tourné le coin et m'a vu debout près d'une fenêtre. Ou plutôt, j'avais été debout près d'une fenêtre. Dans la demi-seconde qu'il lui a fallu pour apparaître, j'étais déjà en mouvement, déjà en marche, comme si le vrombissement avait injecté de l'adrénaline directement dans mon sang. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas entendu. Le vrombissement avait été le seul déclencheur et mon corps avait répondu avant que mon esprit n'ait eu le temps de traiter l'information. Il m'a vu disparaître dans le couloir, les bras pleins de rien, allant quelque part avec un but qui n'existait pas. La troisième chose, c'était le poignet. Il l'a vu un soir au dîner, pas un dîner formel, juste un repas tranquille. Il mangeait seul dans la cuisine parce que la salle à manger lui semblait trop grande pour une seule personne. J'étais en train de débarrasser les assiettes du comptoir et en tendant la main pour prendre un verre, ma manche s'est remontée juste assez pour qu'il puisse voir la peau sous le bracelet. Elle était rouge, pas rouge de coupe de soleil. Rouge irrité, le genre de rougeur qui vient d'un contact soutenu avec quelque chose qui ne devrait pas être là. Frottement, pression ou quelque chose de pire. Il y avait une fine ligne de décoloration plus foncée directement sous le bracelet, comme si l'appareil avait pressé ma peau assez longtemps, pour laisser une marque qui allait plus loin que la surface. Je l'ai surprise à regarder et j'ai baissé ma manche si vite que c'était comme regarder quelqu'un claquer une porte. « Ce n'est rien », ai-je dit, avant qu'il n'ait posé la question. « Ah, je n'ai rien dit », a-t-il répondu. « C'est un traceur de bien-être. La gouvernante nous l'a donné à tous. Ça aide avec les horaires. » J'ai dit cela avec la cadence plate et répétée de quelqu'un qui avait répété l'explication tant de fois qu'elle était devenue automatique. Un réflexe verbal, un mensonge qui avait été répété suffisamment pour perdre ses aspérités. Ça surveille mes pas et la qualité de mon sommeil, ai-je ajouté. C'est très utile. Je souriais. Le sourire n'atteignait pas mes yeux. Il n'atteignait même pas mes joues. Il se posait sur ma bouche comme un masque qui avait été placé par quelqu'un d'autre. « Ça vous gêne la peau ?» a-t-il demandé. « Non, monsieur. »« Vous êtes sûr? »« Je suis sûr, monsieur. Merci. » J'ai quitté la pièce plus vite que je n'y étais entré, et le léger vrombissement de mon poignet traînait derrière moi comme une laisse faite de son. Julien n'a interrogé personne sur le bracelet. Pas encore. C'était un homme patient. La patience était ce qui le distinguait des hommes qui l'avaient précédé,
ceux qui agissaient par impulsion et finissaient dans le béton ou les tribunaux. Il comprenait que l'information recueillie trop rapidement était souvent une information recueillie de manière erronée. Au lieu de cela, il a observé. Au cours des jours suivants, il a ajusté sa routine de sorte que son chemin dans la maison croisait le mien plus fréquemment. Il prenait son café dans l'aile est au lieu du bureau. Il marchait au 2e étage tôt le matin au lieu d'aller directement à la salle de sport. Il trouvait des raisons d'être dans les pièces où je travaillais, sans planer, sans interroger, juste présent. Et ce qu'il a vu a confirmé ce qu'il craignait. Je ne me suis jamais assise, pas une seule fois, ni dans la cuisine, ni dans le couloir, ni dans le salon du personnel qui avait été aménagé avec des chaises et une petite table spécifiquement pour les pauses. Il a vu d'autres membres du personnel, le cuisinier, le jardinier, la femme de ménage à temps partiel, qui venait 3 jours par semaine, assis, se reposant, parlant, mangeant, un comportement humain normal. Je n'étais jamais parmi eux. Je mangeais debout, toujours en mouvement, toujours dans une pièce où je ne pouvais pas être vu du hall principal. Il m'a surprise une fois dans la buanderie, en train de manger quelque chose d'un petit récipient pendant que mes pieds bougeaient dans un lent piétinement machinal, gauche, droite, comme si une partie de mon cerveau comptait les pas, même pendant que le reste de moi essayait d'avaler de la nourriture. Il a remarqué mes mains tremblantes quand j'étais fatigué, c'est-à-dire toujours. Il a remarqué des cernes sous mes yeux, pas le genre qui vient d'une mauvaise nuit, mais le genre qui se construit sur des semaines de sommeil qui n'arrivent jamais tout à fait. Il a remarqué la façon dont je sursautais à des sons qui n'étaient pas frappants. Une porte qui se ferme, un téléphone qui sonne, une voix venant d'une autre pièce. Et il a remarqué surtout la façon dont je regardais Sophie. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du ressentiment. C'était le regard d'un animal qui a appris quel être humain contrôle la nourriture et la clôture. Attentif, anticipateur, effrayé. Quand Sophie entrait dans une pièce, ma vitesse augmentait, ma posture changeait, mes yeux tombaient sur le sol et mes mains trouvaient du travail. N'importe quel travail, tout travail, peu importe quoi. Comme si la seule présence de la gouvernante en chef activait un protocole de survie enfoui si profondément dans mon système nerveux que la conscience n'était plus requise. Un soir, Julien m'a trouvé dans la salle de bain du bas, adjacente à la buanderie. La porte était entr'ouverte, j'étais devant le lavabo, faisant couler de l'eau froide sur mon poignet. Le bracelet était toujours là, il ne s'enlevait pas. Il a réalisé que je ne pouvais pas l'enlever, mais je l'avais légèrement poussé vers le haut, et j'appliquais soigneusement de la crème sur la peau en dessous avec mes doigts. La peau était à vif, pas coupée, pas ensanglantée, mais à vif de la manière dont la peau devient lorsqu'elle a été soumise à des irritations répétées, des frottements, de la chaleur ou un contact électrique. Il y avait de minuscules bosses surélevées, là où les contacts métalliques sous le bracelet touchaient de ma peau, et le tissu autour était enflammé et sensible. J'appliquais la crème avec l'efficacité prudente et entraînée de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois. Il n'y avait aucune frustration dans mes mouvements, aucune colère, juste un entretien, comme on répare un pneu ou on scotche une fissure dans un mur. Non pas parce qu'on s'attend à ce que ça tienne, mais parce que l'alternative est pire. J'ai levé les yeux, l'ai vu dans l'embrasure. La crème a disparu dans ma poche de tablier si vite qu'elle n'aurait jamais pu exister. « Pardon, monsieur, je retourne travailler. » Marie. « Oui, monsieur. Quand avez-vous eu votre dernier jour de congé? » J'ai cligné des yeux. La question me confondait clairement, comme si le concept avait été rangé dans un tiroir que j'avais oublié d'ouvrir. « J'ai ma période de repos, monsieur. L'emploi du temps est très juste. » Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je vais bien, monsieur. Vraiment, Sophie a été très bonne avec moi. J'ai souri le sourire à nouveau, le masque, et je suis passé devant lui. Déjà en mouvement,
déjà au travail, déjà en train de jouer la version de moi-même qui gardait le bracelet silencieux. Et il est resté dans l'embrasure de la salle de bain et a regardé l'évier. Il y avait un léger résidu de la crème sur la porcelaine. À côté, une petite serviette à main qui avait été pliée et repliée tant de fois que le tissu était doux comme du papier de soie. Il a ouvert l'armoire à pharmacie au-dessus de l'évier. À l'intérieur, caché derrière une boîte de pansements, il y avait un petit tube de crème à l'hydrocortisone, presque vide, pressé par le bas, avec l'économie prudente de quelqu'un qui ne peut pas se permettre de gaspiller quoi que ce soit. À côté, un paquet de Gaze et un rouleau de sparadrap médical, tous deux partiellement utilisés. Je me traitais en secret depuis des mois dans une salle de bain près de la buanderie, à minuit, avec des fournitures que j'avais probablement achetées dans une pharmacie lors d'une des rares sorties supervisées que Sophie me permettait. J'avais construit un petit poste médical privé dans une maison qui avait une salle de premier secours complète à l'étage, une pièce que je ne me sentais apparemment pas en sécurité d'utiliser, parce que l'utiliser aurait signifié admettre que quelque chose n'allait pas. Et admettre que quelque chose n'allait pas aurait signifié faire face à la femme qui m'avait dit que « pas bien » était un mot réservé aux personnes ayant des options. Julien a refermé l'armoire. Il a pensé à l'économie de la chose. Un tube de crème à l'hydrocortisone coûtait 4 euros. Le bracelet avait pris 3000 euros. Marie dépensait ses salaires volés pour soigner les blessures causées par le vol. La circularité de la chose était obscène. Le système ne la blessait pas seulement. Il la faisait payer pour son propre rétablissement. Julien Delacroix avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Des corps, des trahisons, des hommes qui pleuraient et des hommes qui ne pleuraient pas. Et il avait vu le pouvoir utilisé comme un scalpel et le pouvoir utilisé comme un marteau et le pouvoir utilisé comme un poids qui broie lentement, écrasant les gens si graduellement qu'ils ne réalisaient pas qu'ils étaient détruits jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à détruire. C'était de la troisième sorte et ça se passait dans sa maison. Julien a passé un appel. Pas à Sophie, pas à l'agence, pas à quiconque pourrait alerter l'architecture de contrôle qui avait été construite brique par brique, avec soin, autour d'une femme qui n'avait personne à appeler. Il a appelé Pierre. Pierre Moreau était le bras droit de Julien, pas dans le sens dramatique, pas le conseiller des films et des mythes, mais dans le sens pratique. Pierre était la personne qui savait où étaient les corps parce qu'il avait aidé à les déplacer. Et c'était aussi la personne qui savait où était la comptabilité parce qu'il avait aidé à l'auditer. Il avait 41 ans, large d'épaules, chauve par choix, et avait la palette émotionnelle d'un classeur, ce qui, dans leur ligne de travail, était un atout. « J'ai besoin que tu examines quelque chose », a dit Julien. Le système de surveillance du personnel de maison que Sophie gère, le logiciel de planification, quoi que ce soit. Je veux savoir ce qu'il suit, quelles données il collecte et où vont ces données. C'est à propos du personnel. C'est à propos d'un membre du personnel. Pierre a marqué une pause. Il connaissait ce ton. C'était le ton que Julien utilisait quand quelque chose avait franchi une ligne qui n'existait que dans son propre code interne. Une ligne que la plupart des gens ne pouvaient pas voir, mais qui, une fois franchie, déclenchait une réponse aussi certaine et irréversible que la gravité. Je l'aurai d'ici demain. Pierre l'a eu dès le soir même. Il est venu au bureau de Julien à 9 heures, portant un ordinateur portable et un dossier. Il a posé les deux sur le bureau et a ouvert l'ordinateur portable sans cérémonie. Le système s'appelle TrackRight, a dit Pierre. Surveillance du personnel d'entreprise. Il est commercialisé auprès des entrepôts, des centres de distribution, des opérations agricoles. Il suit les mouvements des travailleurs, les durées de pause, les taux de productivité. Tout est enregistré et horodaté. Comment Sophie l'a-t-elle obtenu? Elle l'a configuré elle-même. Compte à son nom, facturé sur une carte personnelle. Le domaine n'est pas impliqué. Votre nom n'y est pas. À quoi est-ce connecté? Au bracelet. Il y a 3 appareils enregistrés, mais un seul est actif. Le numéro de série correspond à celui attribué à Marie Dubois. Que fait-il?
Pierre a tourné l'ordinateur portable vers Julien. À l'écran se trouvait un tableau de bord, propre, professionnel, corporatif. Il ressemblait à n'importe quel outil de gestion de projet, et il y avait des graphiques montrant les mouvements, des diagrammes à bord montrant le temps actif par rapport au temps inactif, et un journal qui défilait sur le côté droit de l'écran en entrée nette horodatée. Il surveille son emplacement dans la maison, a dit Pierre. Suit son rythme, ses temps de pause, ses périodes d'inactivité. Si elle cesse de bouger pendant plus de 90 secondes, il envoie une vibration d'avertissement. Et si elle continue de s'arrêter, Pierre a cliqué sur un onglet intitulé « Action de conformité ». L'écran a affiché un journal. Chaque entrée avait un horodatage, une durée et un code. Certaines étaient marquées AV pour avertissement verbal, ce que Pierre a expliqué être la vibration. D'autres étaient marquées AP pour action de performance. Qu'est-ce qu'une action de performance? A demandé Julien, bien que sa voix suggérait qu'il savait déjà. Le bracelet a 2 bandes conductrices sur le dessous. Lorsqu'une AP est déclenchée, il délivre une impulsion électrique basse tension, à peu près la même qu'un choc statique d'une portière de voiture, mais répétée et ciblée. Julien n'a rien dit. C'est techniquement classé comme un mécanisme de rétroaction haptique dans la documentation du produit, a poursuivi Pierre. L'entreprise qui le fabrique a fait l'objet de 3 poursuites et a changé de marque 2 fois. Elle est basée dans le Delaware. Le produit n'est pas illégal. Il n'y a pas de loi l'interdisant spécifiquement, mais il a été interdit par 2 commissions du travail d'État et signalé par 3 organisations de défense des droits de l'homme. Combien de fois l'a-t-il choqué? Pierre a fait défiler le journal. Au cours des 30 derniers jours, il y a eu 147 avertissements par vibration et 30 et une impulsion électrique. Les impulsions se regroupent en soirée entre 20 et 1 heure et minuit. Mode nuit, a dit Julien. Pierre l'a regardé. Vous étiez au courant? Pas encore, continue. Le mode nuit est un réglage qui augmente la sensibilité pendant les périodes de repos désignées. Le seuil de temps d'inactivité passe de 90 secondes à 45. La justification, selon le manuel du produit, est de décourager les périodes de repos non productives prolongées pendant les quarts de nuit. Elle ne travaille pas de nuit. Elle dort. Le système ne fait pas la différence. Julien a fixé l'écran. Les données étaient propres, organisées, professionnelles. Elles ressemblaient à une évaluation de performance, pas à un registre d'abus. Et cela, il l'a compris, était tout l'intérêt. Le système avait été conçu délibérément, soigneusement, commercialement, pour faire passer la cruauté pour de la gestion. Et les menaces? A demandé Julien. Quelles menaces? Sophie a menacé de signaler Marie à l'immigration. L'expression de Pierre n'a pas changé, mais sa mâchoire s'est crispée. Le permis de travail de Marie est légitime. Je l'ai vérifié lors de son embauche. Elle est en règle. Son statut est actuel. Sophie lui a dit le contraire. Si elle l'a fait, elle a menti. Les papiers de Marie sont impeccables. Julien a fermé l'ordinateur portable doucement. Le mouvement était prudent, contrôlé. De la manière dont un homme manipule quelque chose alors que ce qu'il veut vraiment faire, c'est y donner un coup de poing. Une dernière chose, a dit Pierre. Il a ouvert le dossier et a posé un tableau imprimé sur le bureau. Sophie a retenu une partie du salaire de Marie. Chaque fois qu'une AP est déclenchée, Sophie déduit 50 € de sa paye. Elle l'a enregistré comme ajustement de performance. Au cours des 4 derniers mois, elle lui a pris plus de 3 000 €. La pièce était silencieuse. Elle la volait, a dit Julien, et elle utilisait la peur pour s'assurer qu'elle ne le demanderait jamais. Julien s'est levé, il a marché jusqu'à la fenêtre et a regardé le jardin. La pelouse était immaculée, les jardins étaient taillés. Les murs de pierre se dressaient, solides et silencieux dans l'obscurité. Sa maison, sa propriété, sa responsabilité. Une femme avait été torturée sous son toit. Pas avec des poings,
pas avec des armes, mais avec un système si propre et si silencieux qu'il avait fonctionné pendant des mois sans que personne ne le remarque. Sans qu'il le remarque, pensa-t-il. Il a pensé à sa mère, à la pièce verrouillée, au son à travers le mur. Il n'avait plus 8 ans. Procure-moi le dossier personnel complet de Sophie, a-t-il dit. Toutes les références, tous les anciens employeurs et toutes les adresses où elle a vécu au cours des 10 dernières années. Pour quand? Maintenant. Pierre est parti. Julien est resté à la fenêtre. Il était très, très immobile. Le lendemain matin, Julien est arrivé dans la cuisine à 4h55. J'étais déjà là. Bien sûr que j'y étais. Le bracelet s'en assurait. Je préparais le service à café, une tâche qui prenait normalement 10 minutes, mais que j'avais compressée en 6, parce que 6 signifiait que je pouvais passer au bloc suivant avant que le système ne me signale. Je ne l'ai pas entendu entrer. J'étais trop concentré sur le rythme. Moudre, verser, mesurer, arranger, mes mains bougeant avec la précision mécanique de quelqu'un qui avait répété la séquence tant de fois que la conscience n'était plus invitée au processus. Il s'est assis à l'îlot de la cuisine. Le bruit du tabouret raclant le sol m'a fait sursauter. « Bonjour, Marie. »« Bonjour, monsieur. » Ma voix était stable. Mes mains ne l'étaient pas. Il m'a regardé travailler. Il n'a rien dit pendant longtemps. Le silence n'était pas agressif. Il était patient. Le silence de quelqu'un qui faisait de la place pour une vérité qui n'était pas encore prête à sortir. « Marie, » a-t-il dit finalement, « je voudrais vous demander quelque chose, et je voudrais que vous répondiez honnêtement. » Je me suis arrêté, puis j'ai recommencé. Je ne pouvais pas m'arrêter. Le bracelet était éveillé. « Oui, monsieur. » « Ce bracelet à votre poignet vous fait-il mal? » La question est tombée dans la cuisine comme une pierre dans l'eau immobile. Mes mains se sont arrêtées un instant, juste assez longtemps pour que la peur s'enregistre et que le réflexe se déclenche. Et puis j'ai recommencé à bouger, essuyant un comptoir qui était déjà propre. « C'est un traceur de bien-être, monsieur. Il surveille mon... Je sais ce que Sophie vous a dit qu'il était. » Sa voix était calme, pas en colère, pire que la colère. Je demande ce qu'il fait. Ma mâchoire s'est serrée. Mes yeux sont tombés sur le comptoir. Le bracelet a vrombi, faible, insistant, exigeant, et mes pieds ont traîné, maintenant le rythme minimum. Il m'aide à respecter les horaires, ai-je murmuré. Marie, il vibre si je m'arrête trop longtemps. C'est tout, c'est normal. Beaucoup d'endroits les utilisent. Est-ce qu'il vous choque? Silence de ma part. Ce bracelet délivre-t-il des chocs électriques à votre poignet? Ma respiration a changé. C'était subtil. Un passage du rythme contrôlé et régulier de quelqu'un qui a appris à rendre son corps invisible à la respiration superficielle et irrégulière de quelqu'un dont le corps vient d'apprendre que la chose invisible a été vue. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Et le mensonge était prêt. Il était toujours prêt, assis derrière mes dents comme un chien de garde. Mais quelque chose dans sa façon de demander, quelque chose dans sa façon d'être assis là à 5 heures du matin, me regardant comme si j'étais une personne et non une fonction, rendait le mensonge impossible à libérer. Une larme est tombée sur le comptoir. Je l'ai essuyée immédiatement. Une autre est tombée, je l'ai essuyée aussi. Le bracelet a vrombi. J'ai continué à nettoyer. « Monsieur, s'il vous plaît, » ai-je dit, et ma voix s'est brisée. J'ai besoin de ce travail. J'ai une fille. Si Sophie le découvre, Sophie ne découvrira rien. Elle appellera l'immigration. Elle a dit qu'elle le ferait. Elle a dit que mes papiers n'étaient pas... Vos papiers sont en règle. Votre permis de travail est légitime. Je l'ai vérifié moi-même. Je me suis arrêté, vraiment arrêté. Le bracelet a vrombi. Je n'ai pas bougé. Il a vrombi de nouveau, plus fort. Je n'ai toujours pas bougé. Mes papiers sont vrais, ai-je murmuré. Ils ont toujours été vrais. Quelque chose s'est brisé. Pas bruyamment, pas dramatiquement.
Il n'y a pas eu d'effondrement, pas de sanglots, pas de chute au sol. La rupture était interne, structurelle. L'échec silencieux d'un mur porteur qui avait soutenu un bâtiment entièrement fait de peur. Je suis resté là, au milieu de la cuisine, et je n'ai pas bougé. Et le bracelet a vrombi, et je n'ai pas bougé, et il a vrombi de nouveau, et je n'ai pas bougé. Et puis, pour la première fois en 4 mois, mon corps était immobile. Pas figé, pas paralysé, immobile. De la manière dont une personne est immobile quand elle a couru si longtemps que s'arrêter ressemble à une nouvelle forme de respiration. Le bracelet a délivré un choc. J'ai tressailli, mais je n'ai pas bougé. Julien a vu le choc se lire sur mon visage. Le rapide sursaut de douleur sur la crispation réflexe de ma mâchoire, et quelque chose dans son expression a changé. C'était subtil. Si vous ne le connaissiez pas, vous auriez pu le manquer. Mais si vous le connaissiez, si vous connaissiez le paysage de son visage comme Pierre le faisait, ou comme son défunt père l'avait fait, vous l'auriez reconnu immédiatement. C'était l'expression qui précédait une décision, pas une question, pas une considération, une décision. Il s'est levé, a fait le tour de l'îlot, s'est arrêté devant moi. « Donnez-moi votre main », a-t-il dit. Je l'ai regardé. La terreur était toujours là. Elle serait là longtemps, mais il y avait autre chose maintenant aussi. Quelque chose de fin et de fragile et de désespéré, comme une pousse brisant le béton. J'ai tendu mon poignet. Julien a regardé le bracelet, a regardé la peau à vif en dessous, a regardé les petites brûlures imprécises là où les bandes conductrices avaient pressé ma chair pendant des mois. Il a pris ma main doucement, plus doucement que ses mains n'auraient dû en être capables, et a examiné le fermoir. Il n'y avait pas de loquet, pas de bouton, pas de libération visible. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti un petit couteau pliant. Pas une arme, un outil. Le genre de lame qui avait ouvert 1000 boîtes, coupé 1000 cordes, résolu 1000 petits problèmes. Il a glissé la lame sous le bracelet avec précaution et a coupé. Le bracelet est tombé sur le comptoir avec un petit bruit de plastique, le son d'une chose qui avait été plus puissante qu'elle n'aurait dû l'être. J'ai regardé mon poignet nu, la peau rouge et irritée, les petites marques qui prendraient des semaines à s'estomper et plus longtemps à s'oublier. J'ai pressé ma main libre sur ma bouche. Et puis j'ai pleuré, pas silencieusement, pas poliment, pas de la manière invisible et maîtrisée que j'avais apprise dans la buanderie à minuit, avec une serviette pressée contre mon visage. J'ai pleuré de la manière dont une personne pleure, quand la chose qu'elle retenait devient finalement trop lourde à porter. Julien ne m'a pas touché, ne m'a pas tenu, ne m'a pas dit que ça allait. Il est juste resté là, solide et présent et furieux. Pas contre moi, jamais contre moi. Et il m'a laissé vivre le moment. Quand les sanglots se sont calmés, il a parlé. « Vous allez prendre votre journée, vous allez manger, vous allez dormir, et vous ne porterez plus jamais cette chose. Mais Sophie, je m'occuperai de Sophie. » Il n'a pas convoqué Sophie à son bureau. Ça aurait été la démarche attendue, l'approche formelle, la dynamique de pouvoir d'un bureau entre eux, l'architecture de l'autorité. Au lieu de cela, il est allé la trouver. Il l'a trouvée dans son bureau à 8h15, assise derrière son petit bureau, examinant les données du matin sur sa tablette. Le tableau de bord TrackRight était ouvert. Mon nom était surligné en jaune, signalé vraisemblablement parce que le bracelet avait cessé de transmettre. Sophie a levé les yeux quand il est entré. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas souri. Elle a évalué comme elle le faisait toujours, cataloguant son expression, sa posture, la température de la pièce. « Bonjour, Monsieur Delacroix. J'ai remarqué une anomalie avec l'un des appareils de surveillance. J'étais justement sur le point de m'asseoir, Sophie. Elle était déjà assise, mais l'instruction est complètement recadrée la dynamique, de sorte qu'elle s'est redressée comme si la chaise avait changé de forme sous elle. Julien a fermé la porte. Il ne l'a pas verrouillée. Il n'en avait pas besoin. « J'ai retiré le bracelet du poignet de Marie ce matin, a-t-il dit. Je l'ai coupé. »
L'expression de Sophie n'a pas changé. Elle était très douée pour ça, pour maintenir le masque de professionnalisme même quand la structure sous-jacente changeait, mais ses mains posées sur le bureau se sont légèrement pressées sur la surface. « Je vois », a-t-elle dit. Puis-je demandai pourquoi? Parce qu'il la choquait. L'appareil fournit un retour haptique pour « Il la choquait électriquement, Sophie, 31 fois au cours du dernier mois, surtout la nuit pendant qu'elle essayait de dormir. » Les paramètres du mode nuit étaient définis selon les recommandations du fabricant. Vous avez augmenté la sensibilité pendant les heures de sommeil afin qu'un repos normal déclenche une réponse de punition. Vous avez transformé le sommeil d'un être humain en une violation. Sophie a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Monsieur Delacroix, je comprends votre préoccupation, mais je vous assure que le système est conçu pour optimiser la productivité. La documentation indique clairement. La voix de Julien n'avait pas monté. Elle ne s'était pas accentuée. Si quelque chose, elle avait baissé, plus calme, ce qui était pire. Je ne m'intéresse pas à la documentation. Je m'intéresse au fait qu'une femme dans ma maison a été torturée pendant 4 mois et vous l'avez enregistrée comme des données de performance. Torturer est un mot très fort. Vous la choquiez quand elle s'arrêtait de bouger. Vous la choquiez quand elle essayait de se reposer. Vous lui reteniez une partie de sa paye chaque fois que le système enregistrait ce que vous appeliez un échec. Vous lui avez volé plus de 3 000 € de son salaire et vous l'avez maintenue soumise en lui disant faussement que son statut d'immigration était en danger. Le visage de Sophie a subi une série d'ajustements rapides. Une surprise, un calcul, de l'indignation, et puis finalement l'expression qu'elle a adoptée, la suffisance. Je gérais une employée difficile, a-t-elle dit. Les normes dans cette maison sont extrêmement élevées et certaines personnes ont besoin d'une orientation plus structurée que d'autres. L'agence l'a placée ici avec la compréhension que il n'y a pas d'agence. Sophie s'est tue. J'ai fait vérifier vos dossiers, a poursuivi Julien. L'agence de placement que vous avez utilisée est une coquille vide. Vous l'avez créée vous-même il y a 18 mois. Vous avez recruté directement des travailleurs, spécifiquement des immigrants, spécifiquement des femmes, spécifiquement des personnes isolées et vulnérables, et vous les avez placés dans des postes où vous contrôliez leur logement, leur salaire, leurs horaires et leur capacité à partir. La couleur a quitté le visage de Sophie, pas d'un coup. Elle s'est drainée lentement, comme l'eau d'un vase fêlé. Marie n'est pas la première, n'est-ce pas? Silence. Avant elle, il y avait une femme nommée Yolande Simon. Elle a duré 2 mois avant de démissionner, ou avant que vous ne rendiez les conditions suffisamment insupportables pour qu'elle croie que démissionner était sa seule option. Avant Yolande, il y avait Nathalie Dubois. Elle a duré 6 semaines. Avant Marie, il y avait... Ces femmes étaient sous-performantes, a dit Sophie. Sa voix avait changé. Le vernis professionnel se fissurait, et en dessous se cachait quelque chose de plus froid, quelque chose qui se cachait depuis longtemps. Elles ne pouvaient pas y gérer les attentes. Ce n'est pas ma faute. Vous les avez choisies parce qu'elles ne pouvaient pas riposter. Vous avez ciblé des personnes qui n'avaient pas de système de soutien, pas de contacts locaux, aucune compréhension de leurs propres droits légaux. Vous avez transformé leur isolement et leur peur en armes. Et vous l'avez fait non pas parce que vous êtes un monstre, Sophie. Vous l'avez fait parce que vous le pouviez. Elle le regardait. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Pas de remords, pas de culpabilité, mais la prise de conscience soudaine et nauséeuse de quelqu'un qui opère derrière un rideau depuis des années et qui vient de réaliser que le rideau a disparu. « Qu'allez-vous faire ?» a-t-elle demandé. Julien l'a regardé longuement. « Vous allez quitter cette propriété aujourd'hui, » a-t-il dit. « Vous ne prendrez rien qui ne vous appartienne pas. Vous ne contacterez pas Marie. Vous ne contacterez aucun ancien employé. Vous ne contacterez aucune agence, réelle ou fictive. Et si je ne le fais pas, alors je fournirai la documentation que j'ai recueillie, les journaux de l'appareil,
les relevés de paye, les dépôts de la société écran, les témoignages au ministère du Travail américain, au bureau du procureur général de l'État et à la force d'intervention de lutte contre la traite des êtres humains du FBI. Le mot traite a frappé la pièce comme une pierre lancée. Ce n'est pas, Sophie a commencé. Travail forcé, vol de salaire, contrôle coercitif par la fraude et l'intimidation, exploitation des craintes de l'immigration d'un individu à des fins économiques, a récité Julien calmement, comme s'il lisait une liste. On m'a informé que ces accusations seraient admissibles en vertu des lois fédérales sur la traite. Vous voudriez peut-être vérifier cela avec votre propre avocat. Sophie s'est levée, ses mains tremblaient maintenant. Un détail que Julien a enregistré avec quelque chose qui n'était pas de la satisfaction, mais qui n'en était pas loin. « Vous ne pouvez pas faire ça », a-t-elle dit. « Je suis ici depuis 6 ans. 6 ans que j'ai fait fonctionner cette mission. Vous ne savez pas ce qu'il faut pour... Je sais exactement ce qu'il faut. Et je sais ce que vous avez pris aux personnes qui ont fait le vrai travail. » Elle a fait un pas vers lui, pas menaçante, désespérée. La désespérance de quelqu'un qui a été en contrôle si longtemps que la perte de ce contrôle ressemble à une blessure physique. « J'ai bâti quelque chose ici », a-t-elle dit. Cette maison était le chaos avant moi. Le personnel était paresseux, peu fiable, indiscipliné. J'ai créé un système qui... Vous avez créé un système qui a blessé des gens, Sophie. C'est tout ce que vous avez créé. Ce n'est pas juste. Juste? Il a prononcé le mot comme s'il le goûtait, le trouvant amer. Vous voulez parler de justice? Dites-moi, était-ce juste quand Marie veillait à 3 heures du matin, peur de fermer les yeux parce que votre appareil la choquerait pour avoir trop profondément dormi? Était-ce juste quand elle mangeait debout dans la buanderie parce que votre système la punissait de s'asseoir? Était-ce juste quand elle frottait de la crème sur des brûlures électriques à minuit dans une salle de bain de la taille d'un placard parce qu'elle ne pouvait pas utiliser la salle de premier secours à l'étage sans que vous le sachiez? Chaque question est tombée comme un coup. Pas bruyant, pas violent, précis. La bouche de Sophie s'est ouverte et fermée. La suffisance se fracturait. En dessous, quelque chose d'autre émergeait. Pas de culpabilité, pas tout à fait, mais la froide reconnaissance de quelqu'un qui voit ses propres actions se refléter dans un miroir dont elle ne peut détourner le regard. Elle aurait pu dire quelque chose, a murmuré Sophie. Elle aurait pu venir vous voir. Elle ne le pouvait pas. C'est ça le problème. Vous vous êtes assuré qu'elle ne le pouvait pas. Vous avez pris toutes les sorties et les avez verrouillées. Ce n'est pas de la gestion, Sophie. C'est une cage. La pièce était silencieuse. Vous avez 2 options, a dit Julien. Vous partez aujourd'hui en silence avec vos affaires et rien d'autre, ou je remets tout ce que j'ai aux enquêteurs fédéraux et vous partez d'une manière très différente. Il a marqué une pause, a laissé le poids de la chose s'installer. Une dernière chose, a-t-il dit. Les 3 000 € que vous avez volés à Marie, ils seront restitués sur son compte d'ici la fin de la journée depuis votre compte. Pierre vous fournira les détails du virement. Il a marché jusqu'à la porte. Vous avez 2 heures. Il est parti. Sophie Blanchard a quitté le domaine Delacroix à 10h23 ce matin-là. Elle est sortie par la porte d'entrée, portant un seul sac, le même genre de sac unique avec lequel j'étais arrivé. Bien que celui de Sophie contenait des choses de considérablement plus chères. Pierre se tenait près de la porte, ne la bloquant pas, ne menaçant pas, juste présent. Un témoin, un mur. Elle n'a pas regardé en arrière. Une voiture l'attendait au bout de l'allée, une berline noire aux vitres teintées, et un chauffeur qui la conduirait à un hôtel du centre-ville où une chambre avait été réservée pour une nuit. Après cela, elle était seule. Le système a été démantelé le jour même. Pierre a personnellement supervisé le processus. Le compte TrackRide a été supprimé. Les données ont été téléchargées en premier. Pierre gardait des copies de tout, toujours, mais le tableau de bord en direct, les protocoles de surveillance,
Les paramètres du mode nuit, les journaux de conformité, tout a été effacé. Le bracelet lui-même, le petit appareil gris qui avait contrôlé le corps d'une femme pendant 4 mois, a été placé dans un sac en plastique transparent et enfermé dans le coffre-fort de sécurité du domaine, preuve au cas où il serait un jour nécessaire. Le personnel de maison a été réuni dans la cuisine principale à midi. Il y en avait 5, y compris moi. Julien s'est adressé à eux personnellement, ce qui était inhabituel. Il laissait généralement les affaires domestiques à la gouvernante pour des raisons évidentes. Il leur a dit que Sophie avait été licenciée. Il leur a dit que le système de surveillance avait été désactivé. Il leur a dit que leurs horaires seraient restructurés, que leur paye serait révisée et que toute personne ayant subi quoi que ce soit d'inapproprié était invitée à lui parler directement, sans crainte de représailles. Il a dit cela en français, puis l'a répété en espagnol, car il parlait les deux couramment, un fait qui a surpris certains membres du personnel, bien qu'il n'aurait pas dû. Sa grand-mère était mexicaine. La langue faisait autant partie de lui que le silence. Il n'a pas expliqué ce que Sophie avait fait. Ce n'était pas son histoire à raconter. Mais le personnel a compris. Ils avaient des yeux, ils avaient des oreilles, et ils avaient remarqué des choses me concernant qu'ils avaient rangées sous « ça ne me regarde pas ». Parce que dans une maison comme celle-ci, s'occuper de ses propres affaires était une compétence de survie. Il les a remerciés. Ils sont retournés au travail. Mais l'air dans la maison était différent. Plus léger en quelque sorte, comme si un système de pression que personne n'avait consciemment enregistré s'était enfin brisé. Je n'étais pas à la réunion. Julien m'avait dit de me reposer et pour la première fois depuis des mois, je l'avais fait. J'ai dormi jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Un vrai sommeil, un sommeil profond. Le genre de sommeil qui vient quand le corps croit enfin qu'il ne sera pas puni de se rendre. Quand je me suis réveillé, le bracelet avait disparu. Pas seulement de mon poignet, de ma chambre, de la maison, du monde que je pouvais voir. Je suis resté allongé longtemps dans mon lit, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je pouvais. Quand l'argent a été restitué, 250 € sont apparus sur mon compte à 16 heures, transférés des fonds personnels de Sophie comme Julien l'avait instruit. Pierre a confirmé la transaction et a imprimé un reçu qu'il m'a remis dans une enveloppe sans étiquette. Je l'ai ouverte, j'ai regardé le chiffre et je me suis assise. Je me suis assise sur une chaise sans bouger, sans piétiner, sans jeter un coup d'œil à mon poignet pour vérifier si quelque chose était sur le point de me faire mal. Je me suis juste assise et la chaise m'a tenu et la pièce était silencieuse et rien ne vrombissait et rien ne choquait et rien ne s'est passé, sauf le retour lent, impossible d'une sensation que j'avais presque oubliée. La sécurité. Pas le genre qui est promis, le genre qui est ressenti dans les os, dans le souffle, dans l'étrange, la stillness désorientante d'un corps à qui on dit enfin « Tu peux t'arrêter maintenant ». La guérison n'est pas une ligne droite. Ce n'est même pas une ligne. C'est plutôt comme la météo. Imprévisible, stratifiée, pleine de faux départs et de tempêtes soudaines et de moments de clarté si vifs qu'ils ressemblent à de la douleur. Pendant la première semaine, mon corps n'a pas fait confiance aux nouvelles règles. Je me réveillais encore à 5 heures. Je me déplaçais encore dans la maison avec une vitesse trop rapide pour quelqu'un qui n'était pas surveillé. Je tressaillais encore à mon poignet nu quand je changeais de position, comme si le fantôme du bracelet était toujours là, toujours en train de vrombir, toujours d'exiger. Je me surprenais en plein pas, en pleine tâche, en pleine respiration, et je me forçais à ralentir. Cela semblait contre nature, dangereux, comme marcher sur une corde raide sans filet, sauf que le filet était la chose qui essayait de me tuer. Je mangeais encore debout, non pas parce que je devais le faire, mais parce que mon corps avait oublié comment manger assise. La chaise semblait anormale, trop immobile, trop passive, trop semblable au genre de repos qui était autrefois puni. J'ai dû me rééduquer comme une personne rééduque une main après une fracture. Lentement,
délibérément, avec la patience de quelqu'un qui comprend que guérir n'est pas la même chose qu'oublier. Julien l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Il remarquait tout, mais il n'a pas insisté, n'a pas plané, n'a pas essayé de me réparer avec des mets ou des gestes ou le genre d'attention bien intentionnée qui peut, pour quelqu'un qui a été contrôlé, ressembler à une autre forme de surveillance. Il m'a donné de l'espace, un vrai espace, le genre qui n'est pas seulement une distance, mais une permission. Il m'a dit que je pouvais prendre autant de jours de congé que je voulais. J'en ai pris un. Puis je suis retourné qu'au travail, parce que le travail était la seule chose qui avait toujours été à moi. La seule chose qui existait avant Sophie, avant le bracelet, avant la peur. Je ne voulais pas le perdre. Je voulais le récupérer. Mais le travail était différent maintenant. Je me déplaçais à mon propre rythme. Je prenais des pauses, de vraies pauses, assises, buvant de l'eau, regardant par la fenêtre le jardin sans la terreur d'être mesuré pour cela. Je déjeunais dans la cuisine avec les autres membres du personnel. Lentement au début, puis plus facilement, mon corps acceptant progressivement que la chaise était sûre, que l'immobilité était autorisée, que l'absence de douleur n'était pas un piège. J'ai appelé ma fille avec un nouveau téléphone qui était apparu sur ma table de chevet un matin. Des minutes internationales illimitées prépayées, sans note jointe. Je n'en avais pas besoin. Et le premier appel a duré 45 minutes. J'ai pleuré la majeure partie du temps. Ma fille m'a parlé de l'école, d'un garçon qui lui tirait les cheveux, d'un chien que les voisins avaient adopté, d'un dessin qu'elle avait fait d'une maison avec un grand jardin et une grande femme debout dedans. « C'est toi, maman ?» J'ai ri, le son me surprenant comme si j'avais oublié que mon corps pouvait le produire. J'ai commencé à appeler tous les jours, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais, parce que personne ne me chronométrait, parce que personne n'enregistrait les minutes, parce que le téléphone était à moi et le temps était à moi. Et la voix à l'autre bout était le seul son au monde qui n'avait jamais été transformé en arme. Ma mère m'a demandé une fois si tout allait bien. J'ai répondu oui. Cette fois, ce n'était pas un mensonge. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais cessé de voir. La façon dont la lumière du soleil traversait le sol de la cuisine le matin. L'odeur des jardins après la pluie. La texture du linge que je pliais, non pas comme une tâche à accomplir avant que le bloc suivant ne vire au rouge, mais comme une sensation physique. Coton, frais, doux. J'ai remarqué que les autres membres du personnel se parlaient, riaient, se plaignaient de la circulation, du temps et des émissions de télévision, des choses ordinaires, la monnaie des vies ordinaires. J'avais vécu dans la même maison que ces gens pendant des mois et je n'avais jamais participé à une seule conversation décontractée parce que le décontracté exigeait l'immobilité et l'immobilité n'était pas autorisée. Maintenant, c'était autorisé et c'était terrifiant et merveilleux et étrange. Un après-midi, Théo, le cuisinier, un homme corpulent qui était au domaine depuis 3 ans et qui faisait des empanadas le jeudi parce que sa grand-mère lui manquait, a posé une assiette devant moi pendant que j'étais assise à la table de la cuisine. « Mange », a-t-il dit. « Je n'ai pas, mange. » J'ai mangé. L'empanada était parfaite, croustillante, chaude, remplie de quelque chose de savoureux et de familier qui avait le goût d'un souvenir que je ne pouvais pas tout à fait situer. « La recette de ma grand-mère », a dit Théo. « C'est merveilleux. » Je sais. J'ai ri de nouveau. C'est venu plus facilement cette fois. J'ai dormi. Pas parfaitement. Il y avait des nuits où je me réveillais en haletant, et tendant la main vers mon poignet, m'attendant au vrombissement, au choc, à la punition pour le crime d'être inconsciente. Mais ces nuits sont devenues moins fréquentes. Les écarts entre elles se sont allongés. Le sommeil est devenu plus profond. Mon poignet a guéri. La rougeur s'est estompée. Et les petites brûlures là où les bandes conductrices avaient pressé ma peau se sont aplaties et pâlies, devenant des marques qui pouvaient être couvertes par une montre
ou un bracelet, ou laissées nues parce qu'elles étaient les miennes et que je pouvais décider. 3 semaines après le retrait du bracelet, j'ai trouvé Julien dans le jardin. Il était assis sur un banc de pierre près du mur est, lisant un livre, quelque chose d'épais en italien sans titre sur la couverture. Le soleil était bas et chaud et le domaine était calme de la manière dont les propriétés coûteuses sont calmes. Soigneusement, délibérément, luxueusement, je me suis tenu à quelques mètres, incertaine du protocole. Il a levé les yeux. « Asseyez-vous », a-t-il dit. C'était une invitation, pas une instruction. Je pouvais sentir la différence maintenant. Je me suis assise un moment. Aucun de nous n'a parlé. Le jardin sentait l'herbe coupée et le romarin. Un oiseau faisait quelque chose de compliqué dans la haie. « Je voulais vous remercier, » ai-je dit finalement. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je sais, mais je le veux. » Il a fermé le livre, m'a regardé. Son expression n'était pas exactement chaleureuse. Julien Delacroix n'était pas un homme chaleureux au sens habituel du terme, mais il y avait quelque chose sur son visage que j'avais appris à reconnaître. Une constance, une solidité, la qualité d'une personne qui avait décidé quelque chose et n'en serait pas détournée. « Puis-je vous demander quelque chose ?» ai-je dit. « Oui. Pourquoi avez-vous remarqué ?» Il est resté silencieux un instant. L'oiseau dans la haie a terminé son affaire compliquée et s'est envolé. « Parce que je sais à quoi ça ressemble », a-t-il dit, quand quelqu'un a trop peur pour être immobile. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je n'en avais pas besoin, et certaines compréhensions ne nécessitent pas d'explication. Elles existent dans le langage partagé des personnes qui ont connu ce que c'est de vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. « Puis-je vous dire quelque chose ?» ai-je dit. « Bien sûr. Le pire, ce n'était pas les chocs. Le pire, c'est que j'ai commencé à croire que je les méritais, que j'étais lente, que j'étais paresseuse, que le bracelet avait raison et que j'avais tort, et que la seule façon d'être assez bonne était de ne jamais s'arrêter. » J'ai regardé mon poignet. Les marques s'étaient estompées en lignes fines et pâles, à peine visibles si l'on ne savait pas où regarder. Elle a retourné mon corps contre moi, ai-je dit. Elle m'a fait peur de ma propre immobilité, comme si mon corps était l'ennemi, et que la seule façon d'être en sécurité était de continuer à le punir. Julien n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « C'est ce que fait le contrôle », a-t-il dit. « Il ne prend pas seulement vos choix, il vous fait oublier que vous les avez jamais eus. » Nous sommes restés assis dans le jardin 20 minutes de plus. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'en avais pas besoin. J'étais assise dans un jardin, mon poignet nu reposant sur mon genou, et rien ne vrombissait et rien ne choquait. Et le seul son était le vent dans les arbres et le bourdonnement lointain d'une maison qui était enfin, tranquillement, sûre. Aujourd'hui, quelques mois ont passé. Je ne sais pas si tout est parfait. Est-ce que ça existe? La perfection, vraiment? Parfois, je me lève encore et je m'attends à ce que ce vrombissement me ramène à la réalité de la contrainte. Mon corps se souvient de la peur. C'est comme une cicatrice invisible, ancrée au plus profond. Mais les matins où je me réveille et choisis de rester au lit juste quelques minutes de plus, juste pour sentir la douceur du drap, la chaleur de mon corps immobile, ces matins-là, je me sens un peu plus forte. J'ai apporté ma fille, Sophia, en visite cet automne, une petite fille aux cheveux noirs et aux yeux vifs qui a couru dans les jardins comme s'ils avaient été construits spécialement pour elle. Elle a ri à la fontaine, a poursuivi un chat et s'est endormie dans mes bras sur le banc près du mur est. Je la tenais, son poids chaud contre ma poitrine, mon poignet nu reposant sur l'accoudoir du banc, et j'étais immobile. Non par épuisement, non par peur, non par l'impuissance apprise d'un corps conditionné à associer le repos à la punition. J'étais immobile parce que je l'avais choisi, parce que mon corps, après tout ce qu'il avait traversé, avait enfin appris la leçon la plus difficile de toutes, que l'immobilité n'est pas un crime, que le repos n'est pas une faiblesse,
que l'absence de douleur n'est pas un piège, que j'étais autorisé, permise, habilité à simplement exister dans un espace sans avoir à le mériter. Et ça, je crois, c'est ma nouvelle façon de respirer.